Veuillez vous lever. L'audience de la Cour pénale internationale pour l'édition 2023 du concours de procès fictif de la CPI en langue française est ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux équipes qui participent aujourd'hui à notre exercice, à savoir le substitut du procureur, conseil du défendeur. Et je voudrais souhaiter également la bienvenue aux personnes qui sont ici présentes physiquement, à tout le personnel chargé des audiences qui nous assiste sans faille dans nos activités, et bien sûr au personnel, à tout le public présent dans la galerie et aux participants au concours du procès fictif qui nous suivent depuis l'extérieur de la cour et qui nous ont rejoints ce matin par Internet pour participer au concours. Je demande maintenant à Madame la greffière d'audience de bien vouloir appeler l'affaire. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes en audience dans le cadre de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur contre Amarina Popov, édition 2023 du concours de procès fictif de la CPI en langue française. Le substitut du procureur. Avant que vous ne preniez la parole, je demanderai aux parties et aux participants de parler lentement et de répondre aux questions après un moment d'attente afin de permettre à tous les participants de bien suivre les débats. Le substitut du procureur peut maintenant présenter les membres de son équipe. Je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous représentons le bureau du procureur. À mes côtés, Madame Kenza Ayadi. Derrière moi, Madame Nour Wardani et Madame Emma Murillo et moi-même, Madame Elisa Fontaine. Je vous remercie. Merci bien. Je me tourne maintenant vers l'équipe de la défense. Le Conseil pourrait-il présenter les membres de son équipe? Monsieur le Président, Mesdames les juges, par devers votre sanctuaire juridictionnel, se tient le Conseil de la défenderesse, composé des maîtres Aïkedji, Nye, Kaboré et moi-même, maître Ila. Je vous remercie. Le greffe est aujourd'hui représenté par Madame Caroline Bossette, greffier d'audience, Madame Marina Voronenko de l'Académie du droit international de La Haye. Pour terminer, je voudrais présenter la Chambre. À ma droite, Madame la juge Reine Alapini-Gansou. À ma gauche, Madame Sophie Courtemans. Et je suis le juge Marc Perrin-Brichambault. Je présiderai donc cette audience. La Chambre va à présent aborder tour à tour les 3 questions qui délimitent l'objet de l'audience de ce jour. De par la nature publique de la présente audience, je vais demander au greffier d'audience de bien vouloir rappeler les questions qui ont été arrêtées par la Chambre préliminaire. Monsieur le Président, en vue de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire sollicite les observations orales du procureur et de la défense sur les points suivants. Petit a. Les faits exposés sont-ils susceptibles d'être qualifiés de l'un des chefs d'incrimination qui relève en l'espèce de la compétence de la Cour pénale internationale? Petit b. La responsabilité pénale d'Amarina Popov pourrait être engagée. Et petit c, la nomination d'un représentant légal commun des victimes serait-elle ici appropriée? Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole au substitut du procureur pour qu'il présente sa cause et traite les questions à l'ordre du jour. Vous avez la parole, madame.
Monsieur le Président, honorable juge, l'affaire que nous vous présentons aujourd'hui concerne Madame Marina Popov, une présidente qui a fait sombrer son pays dans un climat d'une violence extrême, pendant 4 mois, recourant à la violence pour se maintenir au pouvoir. Le bureau du procureur se tient dès lors devant vous afin de vous démontrer qu'Marina Popov détient la plus lourde responsabilité pour les crimes les plus graves commis en Silésie entre le 1er janvier et le 1er mai 2021. La Silésie est un État nouvellement indépendant, où les tensions sous-jacentes entre communautés se font toujours sentir, mais qui avait su trouver un certain équilibre depuis la fin des années 1990. Entre crise économique et sanitaire, l'arrivée au pouvoir en 2018 d'Marina Popov forma le point de bascule entre une cohabitation relative des différentes composantes de la société silésienne et la commission d'exactions d'une violence grave. Rejetant le processus politique démocratique, Marina Popov s'est muée en bourreau de son peuple. Celle qui était censée protéger ses citoyens, créer pour eux un environnement sûr et stable, s'est sciemment détournée d'eux et a organisé et planifié des attaques contre toutes les strates de la société silésienne. Les opposants politiques au pouvoir furent les premières victimes. Puis les migrants bessidiens furent persécutés dans le seul but de détourner l'attention de l'opinion publique de la crise. Enfin, la minorité bordurophone de Silésie fut attaquée, car perçue par Marina Popov comme étant trop proche de la bordurie et mettant en danger son maintien au pouvoir. 3 groupes de victimes, 5622 victimes au total. Voici, en 5 courts mois, combien de personnes subirent les exactions du gouvernement d'Marina Popov. 5622 victimes, parmi lesquelles 40 civils tués, 100 victimes d'agressions sexuelles, 125 victimes de disparitions forcées et quelques 5357 victimes de transferts forcés et de déportation de population. S'il ne s'agit que d'un nombre, il permet de se représenter le degré de violence aiguë qui a frappé le territoire silésien début 2021. La Silésie devint alors le théâtre de la lutte acharnée d'Marina Popov pour conserver le pouvoir, peu en importe le prix, quelles qu'en soient les conséquences. Sa quête infinie de pouvoir engendra une escalade de violence ayant permis la commission des crimes. À titre liminaire, il importe de rappeler que l'objectif de l'audience de confirmation des charges n'est point la manifestation de la vérité, comme l'a justement rappelé votre cour dans l'affaire Saïd, mais de s'assurer qu'il existe suffisamment d'éléments à charge permettant de renvoyer le suspect en jugement. À cet effet, conformément à l'article 61-5 du statut, l'objet de notre démonstration aujourd'hui est d'établir devant votre cour qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'Marina Popov a commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Pour ce faire, je commencerai par me pencher sur les crimes contre l'humanité, complétés par ma consoeur Madame Ayadi. Madame Murillo reviendra ensuite sur les motifs substantiels de croire que des crimes de guerre ont été commis et sur la responsabilité de la suspecte au titre de la coaction indirecte. Enfin, Madame Wardani traitera de la responsabilité du supérieur hiérarchique militaire et conclura sur la question de la représentation des victimes à l'affaire. Monsieur le Président, Mesdames les juges, il existe des motifs substantiels de croire que le régime d'Marina Popov a commis des crimes contre l'humanité sur la période du 1er janvier au 1er mai 2021. Face à l'envolée de la contestation contre le gouvernement de Silésie, le régime a adopté et appliqué une politique ayant pour but d'attaquer délibérément les civils qui menaçaient l'exercice plein et entier du pouvoir par la présidente. Peu importe que ceux-ci soient manifestants, opposants politiques ou migrants. L'année 2021 restera gravée dans les esprits des victimes par la réponse particulièrement brutale du gouvernement
constituant une attaque au sens de l'article 7-1 du statut. Cette attaque est généralisée et systématique. Généralisée d'abord parce qu'elle a été menée à grande échelle, sur l'ensemble du territoire, de l'est au sud, de Moritov à Maïtaï, la capitale, et qu'elle concernait un grand nombre de victimes, critère dégagé dans l'affaire Katanga. Systématique ensuite, car les actes concernés ne sont pas isolés les uns des autres ou aléatoires. Ils furent scrupuleusement organisés par le gouvernement d'Amarina Popov, l'un à la suite de l'autre, pour réaliser son but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Ce qui dénote l'improbabilité de leur caractère fortuit en vertu de la jurisprudence Abdelrahman. Les actes visaient tous la réalisation d'une politique étatique commune. Pour cette raison, la suspecte avait nécessairement connaissance de l'attaque et savait que son comportement s'inscrivait dans le cadre de cette attaque. Cette connaissance se déduit de sa position de chef d'État, d'autant plus suite à sa prise des pleins pouvoirs, des décisions qu'elle prit, telles que le décret ordonnant le transfert forcé des migrants bessidiens, et de ses échanges compromettants tenus avec son conseiller spécial pour la sécurité Vorsedu, où elle se félicite des crimes commis, notamment des persécutions contre les Bessidiens. Dans ce contexte d'attaque généralisée et systématique à l'encontre de la population civile, des meurtres, violences sexuelles, transferts forcés et déportations, privations graves de liberté physique, réduction en esclavage, disparitions forcées et persécutions ont été commis en Silésie. Ces crimes ont été commis sur une même période, dans le même contexte, mais contre des groupes de victimes différents. Monsieur le Président, Mesdames les juges, si vous me le permettez, je laisse désormais la parole à ma consoeur, Madame Ayadi. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, comme énoncé par ma consoeur, au regard des éléments de fait et de preuve, il existe des motifs substantiels de croire que de multiples crimes contre l'humanité ont été commis par le régime d'Amarina Popov. Jour après jour, la répression des manifestations fut marquée par la brutalité, atteignant son paroxysme le 22 février. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont été si violents qu'entre 25 et 28 manifestants furent tués. Leur mort ne peut et ne doit pas être considérée comme une simple conséquence d'une opération de maintien de l'ordre, mais doit être réprimée au titre de l'article 7.1a du statut, puisqu'elle résulte directement de l'action violente des forces de l'ordre. Cette conséquence prévisible démontre clairement l'intention des autorités de causer des atteintes graves à l'intégrité physique, en utilisant les moyens d'action susceptibles de causer la mort. Dans un État qui se revendique libre et démocratique, faut-il que les manifestants risquent leur vie pour faire valoir leurs droits? Oppressées par cette atmosphère brutale et dangereuse, les femmes manifestantes furent prises pour cible et agressées sexuellement, crime prévu à l'article 7.1g du statut. Les photos diffusées sur le site Telegram démontrent que dans la journée du 25 février 2021, des membres des forces spéciales ont intégré le cortège des manifestants et ont agressé sexuellement les femmes. Ces hommes abusèrent ainsi de leur pouvoir, dans le but de les dissuader d'exercer leur liberté fondamentale d'expression et de manifestation. Une centaine de plaintes a été déposée pour attouchement sexuel, sans qu'aucune suite n'y soit donnée. Les autorités ont ainsi gardé un silence coupable. Aux côtés des opposants politiques, ce sont les migrants bessidiens qui ont pâti de la politique criminelle d'Amarina Popov. En mars 2021, en violation de l'article 7.1d du statut, 5 357 Bessidiens ont été transférés dans le camp Alpha. Arrachés à leur nouvelle vie, les femmes et les enfants ont ensuite été déportés vers la Bessidie, toujours en proie à des conflits internes et à une famine dévastatrice. Leur déportation s'est faite en violation du droit international des droits de l'homme.
méprisant les situations individuelles de chacun, le gouvernement silésien a procédé à des expulsions de masse, et ce, en dépit de la connaissance du danger qu'ils couraient de retour dans leur pays. Les hommes, eux, ont subi une privation grave de liberté physique, enfermés de force dans des camps de rétention, ou dans des cages, pour reprendre les termes d'Amarina Popov. Cet enfermement n'était justifié ni par la nécessité, ni par la proportionnalité, et constitue ainsi une violation grave de leur liberté de circulation et de leur droit à la liberté et à la sûreté, garantis par les articles 12, 3 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel est pourtant partie la Silésie. Des mois durant, les conditions de détention étaient déplorables, comme ont pu le rapporter la Croix-Rouge silésienne ainsi que la Commission internationale d'enquête. Les Bessidiens étaient forcés de vivre dans des conditions insalubres, dans des tentes posées à même le sol, entourées de déchets, sur une terre inondée. Dans cette prison à ciel ouvert, ils subissaient le froid rude de l'hiver silésien, sans accès suffisant ni aux soins médicaux, ni à la nourriture, ni à l'eau. Mais Amarina Popov ne s'est pas arrêtée là. Prenons les mâles, faisons-les trimer comme des ânes. Ce sont là ses propres mots. Le régime d'Amarina Popov a encore intensifié cette attaque en réduisant en esclavage les hommes, constituant un crime contre l'humanité au regard de l'article 7.1c du statut. Ceux-ci ont ainsi été contraints à effectuer des travaux forcés pour la construction d'une clôture le long du fleuve frontalier. Selon les éléments des crimes, un tel traitement correspond à la définition moderne de l'esclavage. En outre, conformément à votre jurisprudence dans l'affaire Ongwen, les hommes étaient surveillés sans cesse par des miradors, les empêchant de s'échapper. Outre l'absence de rémunération, les hommes travaillent dans des conditions déplorables, les pieds dans la boue, sans protection contre le froid. Enfin, un troisième groupe de victimes s'érige aujourd'hui aux côtés des Silésiens et des Bessidiens. Au mois de février, après avoir été victimes de déclarations incendiaires, les Borduriens ont subi une campagne de disparition forcée, réprimée à l'article 7.1i du statut. Le rapport d'association Les Mères de l'Est soutient que la présidence a minutieusement fait appel à ses services secrets, chargés d'arrêter dans le secret total 125 Borduriens et de les faire disparaître. Depuis, plusieurs ONG, dont l'Observatoire bordurien des droits de l'homme et Mémoriel, ont rapporté la présence de charniers à l'est du pays, laissant présager le pire pour le sort de ces disparus. Alors qu'en tant que chef d'État, Amarina Popov se devait de protéger sa population, elle a manifestement dénié les droits fondamentaux des trois groupes de victimes distincts. Opposants politiques silésiens, Bessidiens et Borduriens. Pour réaliser la volonté d'Amarina Popov de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, le gouvernement silésien a commis des crimes de persécution au regard de l'article 7.1h du statut. Ainsi, les citoyens soutenant Silésie debout, principal parti d'opposition au régime d'Amarina Popov, ont été durement visés sur un motif discriminatoire d'ordre politique. Ces opposants politiques se sont vu refuser non seulement leur droit à la liberté d'expression et de manifestation, mais surtout leur droit à l'intégrité physique et à la vie. Les femmes furent également persécutées en raison de leur genre. L'infiltration des rangs des manifestants par les forces spéciales a été réalisée dans le but de s'en prendre délibérément aux femmes et de les soumettre à un rapport de force. Ces persécutions reflètent un continuum de discrimination subi par les femmes, et leur poursuite constitue une priorité essentielle du bureau du procureur. Le traitement impitoyable subi par les milliers de victimes bessidiennes constitue une violation manifeste de leur droit à la liberté et à la sûreté, fondée sur un motif discriminatoire d'ordre national. Enfin, les disparitions forcées subies par la minorité bordurienne, visée pour des motifs d'ordre ethnique, ont entraîné la violation d'une multitude de leurs droits. La protection de la loi, la sûreté et la vie. La politique criminelle de l'État silésien ne s'est donc pas limitée à la violence
mais s'est matérialisée par la persécution de sa population. Pourtant, la pression migratoire et la colère de ses électeurs exigeaient-elles d'Amarina Popov une réponse massive, discriminatoire et criminelle? Monsieur le Président, Mesdames les juges, au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe des motifs substantiels de croire que des crimes contre l'humanité ont été commis sur le territoire silésien par le régime d'Amarina Popov. Monsieur le Président, si vous me le permettez, je cède désormais la parole à ma consoeur, Madame Murillo. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, il existe également des motifs substantiels de croire que le régime d'Amarina Popov a commis des crimes de guerre sur la période concernée. Lors de l'attaque de la préfecture du 17 avril 2021, point culminant de l'escalade de violence en Silésie, les forces armées, sous le commandement d'Amarina Popov, ont commis des crimes de guerre. Prise entre deux feux, la population silésienne s'est trouvée au cœur d'un conflit armé non international, opposant les forces armées silésiennes aux forces armées du groupe organisé Silésie debout. Tel que considéré par votre cour dans l'affaire Ntaganda, la caractérisation du conflit armé non international nécessite de prouver l'organisation du groupe et l'intensité des hostilités. L'intensité des affrontements opposant la branche armée de Silésie debout aux forces armées silésiennes était telle qu'il est possible de qualifier le conflit armé non international. De graves tensions sont apparues dès janvier 2021 et se sont amplifiées mois après mois, nécessitant une intervention du Conseil de sécurité qui, dans sa résolution du 7 avril 2021, 10 jours avant l'attaque, qualifiait la menace en Silésie de menace à la paix et à la sécurité internationale. En outre, le choix de l'usage de drones Bayraktar TB3 ne peut laisser aucun doute quant à la magnitude du conflit. Cette arme d'artillerie lourde peut rester plus de 50 heures en vol, est utile en milieu naval, en milieu terrestre. Les forces armées silésiennes n'auraient pas utilisé un tel type d'arme s'ils ne pensaient pas qu'il s'agissait d'un conflit armé. Si début 2021, Silésie debout était un simple mouvement politique, le groupe a su, au cours des mois, développer une branche armée organisée. Le groupe a planifié des opérations militaires concertées et soutenues. En atteste l'attentat de Radio Silésie, mais également la prise d'otage de la préfecture de Moritov. Ces opérations témoignent d'une stratégie politique commune, lutter contre le pouvoir en place par les armes. C'est ainsi dans le cadre de ce conflit armé qu'Amarina Popov a ordonné la commission d'une attaque constitutive de crimes de guerre. En tant que chef d'État, et comme en atteste son communiqué de presse le lendemain qualifiant les civils de dommages collatéraux, elle était particulièrement au fait de l'existence de cette attaque. Dès lors, des homicides intentionnels, une attaque intentionnellement dirigée contre des personnes ne participant pas aux hostilités ont été commis en Silésie, respectivement prohibés aux articles 8 de CI et 8 de EI du statut. Après plusieurs longues semaines, la prise d'otage de la préfecture de Moritov, le sort des civils était entre les mains d'Amarina Popov. Le 17 avril 2021, afin de neutraliser les preneurs d'otages, elle ordonna le bombardement de la préfecture. 12 personnes ont trouvé la mort. Avaient-ils seulement une chance d'en réchapper? Le choix de l'usage de drones Bayraktar TB3 a réduit leur sort à néant. Cette attaque indiscriminée s'est faite en violation totale du principe de distinction. Les bombardements ne permettaient aucunement de distinguer un civil d'un combattant, un otage d'un preneur d'otages. Et comme l'a soulevé le TPY dans l'affaire Blaskic, la prohibition absolue de diriger une atteinte contre des civils ne peut être contrebalancée par un objectif militaire. Ainsi, Amarina Popov n'aurait pas pu lancer une telle attaque sans s'attendre à ce qu'elle ait une incidence
sur les vies humaines. En conséquence, au regard des faits et des éléments de preuve, il existe des motifs substantiels de croire que des crimes de guerre ont été commis en Silésie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, intéressons-nous désormais à l'établissement de la responsabilité pénale individuelle d'Amarina Popov. Il existe des motifs substantiels de croire qu'elle est responsable au titre de la coaction indirecte, réprimée par l'article 25.3a du statut, et au titre du supérieur hiérarchique militaire, réprimé à l'article 28a du statut. Amarina Popov est tout d'abord pénalement responsable comme coauteur indirect. Par l'intermédiaire des forces de l'ordre, des forces armées, des forces spéciales, des services secrets, elle a commis, conjointement avec Vorsedu, les crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Bien qu'elle n'ait pas commis les crimes directement, elle était l'auteur de ces crimes, l'auteur derrière l'auteur, le cerveau des crimes. Les éléments de preuve permettent de caractériser de manière certaine les éléments objectifs de la coaction indirecte, tels que dégagés dans les jurisprudences Luganga et Katanga par votre cour. Amarina Popov et Vorsedu ont conjointement établi un plan commun visant à maintenir Amarina Popov au pouvoir par tous les moyens. La particularité de notre affaire réside dans la clarté et la limpidité du plan d'Amarina Popov. Pouvons-nous raisonnablement considérer que le rôle d'un chef d'État est de réduire au silence l'opposition, d'instrumentaliser le phénomène migratoire? La contribution d'Amarina Popov à la mise en œuvre de ce plan criminel est essentielle et coordonnée. Au sommet de l'appareil de pouvoir étatique qu'est l'État silésien, elle contrôlait les forces armées, les forces spéciales, les forces de l'ordre, les services secrets rattachés à elle. Elle occupait ainsi une place centrale dans la commission des crimes. Et elle a établi une démarche criminelle précise, comme en attestent ses messages avec Vorsedu. Pour reprendre les mots de votre cour dans l'affaire Katanga, l'État silésien est ainsi devenu une machine géante pour produire le résultat criminel automatiquement. Deuxièmement, les éléments subjectifs de la coaction indirecte sont également caractérisés. Force est de constater qu'Amarina Popov avait non seulement connaissance des faits, mais aussi les connaissances des circonstances de fait lui permettant d'exercer un contrôle sur ces crimes. En tant que présidente, elle avait parfaitement conscience de la quasi-automaticité des différentes forces à ses ordres. Elle a déclenché une procédure pour jouir des pleins pouvoirs, elle a proféré des discours haineux et incendiaires et a adopté des décrets s'inscrivant dans sa politique migratoire affichée. De par son influence sur les forces de l'ordre et sur les membres de son parti, elle était parfaitement consciente des caractéristiques rattachées à sa fonction même de présidente. Ainsi, elle a accepté et reconnu de manière consciente et volontaire les conséquences de la mise en œuvre de son plan commun. Monsieur le Président, honorable juge, si vous me permettez, je laisserai désormais la parole à ma consoeur. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, Amarina Popov est également responsable des exactions commises en Silésie au titre du supérieur hiérarchique militaire sur le fondement de l'article 28A du statut. Certes, en tant que présidente, ses fonctions n'étaient pas exclusivement militaires. Néanmoins, en vertu de l'article 15 de la Constitution silésienne, elle occupait la qualité de chef des armées. Ainsi, et conformément à votre jurisprudence dans l'affaire Bemba, elle était officiellement et même légalement nommée pour exercer les fonctions de commandement militaire. Amarina Popov est ainsi bien une supérieure hiérarchique militaire de jure. Sa fonction officielle lui conférait dès lors une autorité et un contrôle sur les subordonnés. Outre l'influence dont elle disposait de par sa fonction suprême, son contrôle sur les forces était tel qu'elle avait la capacité matérielle d'empêcher et de punir le comportement criminel.
au sommet de la hiérarchie de l'État silésien, à Marina Popov assurait le pouvoir d'émettre les ordres aux forces silésiennes. Tous devaient obéissance et allégeance à Marina Popov. En 2021, l'adoption des pleins pouvoirs a constitué un point de bascule, renforçant ainsi le contrôle qu'elle avait sur les forces de l'ordre et les forces armées silésiennes. En outre, Marina Popov a incontestablement manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher et réprimer les crimes. Il aurait été raisonnable de ne pas utiliser les drones le 17 avril 2021. Il aurait été nécessaire de garantir aux ressortissants bessidiens une rémunération effective. Face aux exactions envers les opposants politiques, les borduriens et les bessidiens, Marina Popov est restée silencieuse, sans jamais rappeler aux forces de l'ordre le cadre légal dans lequel ils devaient exercer. Sa passivité face aux exactions témoigne d'une chose. Marina Popov consentait, approuvait et soutenait les crimes commis en Silésie. C'est bien son inaction face à l'escalade de violence qui a permis la commission même des crimes. Nul acte n'aurait été commis si Marina Popov avait pris les mesures nécessaires et raisonnables. Le silence de la chef d'État face aux premières exactions des forces en février 2021, lors de la répression des manifestations, a créé un climat d'impunité permettant aux forces de l'ordre d'aller toujours plus loin dans la commission des infractions. Comment peut-on concevoir qu'Marina Popov n'avait pas la connaissance des crimes alors qu'elle occupait la fonction la plus haute de l'État silésien? Les différents messages échangés avec son conseiller Vorsedu, son inquiétude face à la commission d'enquête des Nations Unies témoignent indubitablement de sa connaissance des crimes. Dès lors, au regard des éléments exposés, il existe des motifs substantiels de croire qu'Marina Popov est responsable au titre du supérieur hiérarchique militaire sur le fondement de l'article 28A. Pour conclure, le bureau du procureur souhaite exprimer sa position concernant la représentation légale des victimes prévue à la règle 90-2 du règlement de procédure et de preuve. Le bureau du procureur salue tout d'abord leur participation dès le stade de la confirmation des charges. Il est primordial de leur assurer une place leur permettant de présenter leurs vues et préoccupations et d'exprimer leurs préjudices. Afin que leur participation soit effective et non pas purement symbolique, telle que l'a affirmé votre jurisprudence dans l'affaire Katanga, le bureau du procureur soutient la nomination d'un représentant légal commun. Deux arguments majeurs sont à la faveur d'une telle nomination. Tout d'abord, un représentant légal commun permettrait d'assurer une représentation uniforme des victimes. Toutes les victimes autorisées à participer ont subi la conséquence de la même attaque. Elles ont subi un préjudice collectif du fait d'une violence inouïe, sans précédent, menée par Marina Popov, et ont par là vécu une expérience commune de victimisation. Un représentant légal commun permettrait ainsi de faire valoir les intérêts des victimes, de porter leurs paroles tout au long de la procédure, et ce, de manière uniforme. En outre, au regard du nombre extrêmement élevé des victimes dans le cadre de notre affaire, une représentation légale commune assurerait l'efficacité des procédures liminaires. De plus, une telle approche serait en conformité avec les droits de défense, puisqu'Marina Popov se verra garantir son droit à un procès dans un délai raisonnable. Pour ces motifs, le bureau du procureur demande donc à la Cour de nommer un représentant légal commun. Monsieur le Président, Mesdames les juges, Issa Nabré, Charles Taylor, Khieu Samphan, Radovan Karadzic, aucun de ces anciens chefs d'État n'a échappé à la justice pénale internationale. La Cour ne peut aujourd'hui
passer sous silence les exactions commises en Silésie. Au regard de l'ensemble des éléments exposés, le bureau du procureur demande à la Cour de confirmer l'ensemble des charges à l'encontre d'Amarina Popov et de la renvoyer en jugement. Je vous remercie. Je vous remercie, Maître. Nous avons beaucoup apprécié vos interventions. Je vais demander maintenant à mes collègues, et j'aurai moi-même peut-être quelques questions, si elles ont des questions à vous adresser. Madame la juge. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toute l'assistance. J'ai deux petites questions à poser aux représentants du bureau du procureur, en l'espèce les avocats du bureau du procureur. Ma première question est relative à une expression formulée par Maître Ayadi. Qu'est-ce que la notion de « faisons-les trimer » voudrait dire de façon plus explicite? Je vous remercie, Madame la juge, pour votre question. L'expression « faisons-les trimer comme des ânes » a été utilisée par Madame Amarina Popov dans ses messages avec Vorse et Du. Nous les comprenons comme un usage. Elle souhaite utiliser les hommes, les faire trimer, c'est-à-dire les faire travailler durement et les soumettre à des conditions de travail dures et les traiter comme des ânes, des vulgaires animaux. Et comment expliquez-vous cela? On peut considérer cette manière de parler comme étant des instructions qui sont données ou bien des mots pour galvaniser des troupes. Cette expression a été utilisée dans le cadre de messages privés échangés avec son conseiller. Nous les utilisons plutôt pour vous démontrer le véritable plan commun qui se dessinait derrière l'ensemble des actions menées par Amarina Popov et qui a été mise en œuvre dans le camp Alpha en les faisant travailler sur la construction de la clôture. Une autre question, toujours vous concernant, concernant l'intervenante après vous. Est-ce que vous pouvez mieux nous convaincre du fait des instructions données par Madame Amarina Popov sur la question liée à la préfecture? Je vous remercie. J'ai compris que Madame Amarina Popov a ordonné le bombardement de la préfecture, n'est-ce pas? Exactement. Amarina Popov, lors de l'acte de la préfecture, justement, a ordonné donc de bombarder la prise d'otages pour libérer les preneurs d'otages. Et donc, le lendemain de cette attaque, un communiqué de presse officiel de la présidence a attesté du bombardement de la préfecture et a qualifié donc les civils qui ont perdu la mort dans cette préfecture de dommages collatéraux. Et également, donc, elle avait pris les pleins pouvoirs suite aux exactions commises en Silésie. Donc c'était elle qui avait, au titre de l'article 21 de la Constitution silésienne, les décisions politiques et militaires de l'État. Une autre question qui me vient à l'esprit, Monsieur le Président, c'est par rapport à la représentation des victimes. À quel stade de la procédure vous nous mettez ici en nous proposant d'accepter la représentation des victimes? Je vous remercie, Madame. La participation des victimes a déjà été accordée pour les victimes à ce stade de la procédure. Nous avons requéri la demande de représentation légale commune de l'ensemble des victimes pour les deux raisons que nous avons exposées. La première étant que celles-ci sont victimes d'une même attaque et la deuxième pour des questions d'efficacité de procédure. Merci beaucoup. Merci, Madame la juge. Madame la juge, pas de questions. Je vais me permettre de poser une question à Madame la substitut. S'agissant des échanges sur les médias sociaux qui ont été versés au dossier, quelle valeur probatoire
leur accordez-vous et quelles précautions ont pu être prises au moment de leur recueil, de leur conservation et de leur mise en œuvre? Le membre de l'équipe que vous estimerez pertinent. Merci, Monsieur le Président, pour votre question. Je vais me charger d'y répondre. Donc, les preuves qui ont été versées au dossier, les échanges entre Marina Popov et son conseiller, constituent des preuves numériques qui ont été publiées donc, sur le site Wocolix. Ce sont donc des preuves open source qui sont reconnues de plus en plus devant votre cour. On peut notamment citer l'affaire Almadi, dans laquelle des vidéos récupérées sur Internet ainsi que des photographies satellites furent utilisées. De même, dans le mandat d'arrêt à l'encontre d'Arwer Fali, il reposait principalement sur des vidéos postées sur Facebook représentant le suspect. Donc, ce genre de preuves ont déjà été acceptées dans votre cour. Et les preuves numériques, vu l'étendue aujourd'hui des nouvelles technologies, les preuves numériques pour le bureau du procureur, nous les encourageons à être de plus en plus acceptées dans votre cour. Cependant, il faut effectivement faire attention à la manière dont elles ont été récupérées et nous laisserons à votre cour le soin de déterminer l'admissibilité de ces preuves, conformément à la règle 63-4 du règlement de procédure et de preuve. Merci beaucoup. J'aurais une autre question de caractère un peu plus général et l'une ou l'autre des membres de l'équipe pourront y répondre. Vous n'avez pas mentionné le rôle du conseiller de la présidente, M. Vors-Sédué. Comment envisagez-vous ce rôle et quelle peut être sa participation dans les différentes modalités de responsabilité que vous avez évoquées à l'encontre de la présidente? Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre question. Il est indéniable que Vors-Sédué a une véritable place dans les événements qui se sont déroulés en Silésie en 2021. Nous l'avons pris en considération dans notre démonstration sur la coaction indirecte, puisque nous estimons que Vors-Sédué est le co-auteur de ce plan commun monté par Marina Popov. Néanmoins, il est important de se concentrer sur la responsabilité d'Marina Popov, étant donné que cette affaire la concerne. Et enfin, Vors-Sédué est décédé en mai 2021. Il a été exécuté par le gouvernement intérimaire à la suite de son jugement et ne peut donc être présenté sous n'importe quelle forme devant votre cour. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer la parole à la défense et je vais demander à l'équipe de la défense de nous exposer ses vues sur les trois mêmes questions qui font l'objet du débat. Je vous remercie. C'est le récit d'un baobab blâmé pour avoir été déraciné par des bûcherons. C'est l'histoire d'une lionne accusée d'avoir été abattue par des braconniers. C'est l'affaire d'une présidente poursuivie pour avoir été victime d'un coup d'État. Monsieur le Président, cela fait maintenant 16 mois que le bureau du procureur s'active maladroitement à requérir le renvoi en procès d'une innocente, à Marina Popov. 16 mois pour finalement nous servir une évanescente construction accusatoire bâtie sur une application erronée du droit, doublée d'une appréciation dévoyée des faits. La défense se bornera donc à démêler les chevaux apparemment inextricables des charges infondées afin d'y voir un peu plus clair. Il sera clairement établi que dans cette affaire, Amarina n'est qu'un bouc émissaire expédié à la cour par le véritable bourreau resté en Silésie. Nous nous attellerons ainsi, Maître Aïtchedi et moi, à vous démontrer dans un premier temps qu'il n'existe en la présente affaire aucun motif substantiel de croire que les chefs d'incrimination prévus aux articles 7 et 8 du statut ont été commises. Puis, Maître Kaboré établira qu'il est juridiquement et factuellement infondé
de soutenir la responsabilité pénale individuelle de la suspecte. Quant à Maître Ien, il se chargera d'étayer la nécessité d'une représentation collective des victimes admises à la procédure. Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'article 5 du statut limite votre compétence à 4 crimes dont aucun n'est constitué en la présente. Pour vous en convaincre, la défense adoptera la démarche constante de la Cour qui vérifie prioritairement la convergence des éléments contextuels relatifs aux crimes allégués avant de déterminer la réunion de ces éléments spécifiques. Cependant, l'appréciation objective et raisonnable des faits ne permet d'inférer la commission ni du crime de guerre ni du crime contre l'humanité. D'après la deuxième chambre préliminaire dans l'affaire Bemba du 15 juin 2009, des infractions spécifiques ne peuvent être qualifiées de crimes que si elles s'inscrivent dans le contexte prédéfini par le statut. L'article 7 exige à cet effet que les infractions énoncées s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Or, les incidents survenus au cours des manifestations populaires étaient dépourvus de toute base contextuelle afférente au crime contre l'humanité. Ce grave crime requiert la commission multiple d'actes infractionnels, ce qui, d'après la Cour en l'affaire précitée, implique que l'attaque ne vise pas un groupe limité d'individus choisis au hasard, mais un nombre conséquent d'individus. Pourtant, en l'espèce, les arrestations et la dispersion du 7 février 2021 ne ciblaient qu'une poignée d'irréductibles et de mineurs. C'était une intervention policière strictement nécessaire au rétablissement de l'ordre public et limitée à quelques individus choisis au hasard parmi la pléthore de manifestants. Il ne s'agissait donc pas d'une attaque à l'aune du statut. Quant aux autres événements survenus dans la capitale, ils ne peuvent non plus constituer des crimes contre l'humanité, faute d'être rattachables à une quelconque politique étatique au sens de l'article 7.2a du statut. Les éléments de crime précisent à ce titre que l'État doit activement favoriser l'attaque contre la population civile. Et la Chambre préliminaire 1 d'en déduire dans l'affaire Katanga du 30 septembre 2008 que l'attaque doit être planifiée, dirigée ou encouragée et non consister en des actes spontanés de violence. Cette condition n'est toutefois pas satisfaite à la lumière des faits des 22 et 25 février 2021. L'accusation soutient pourtant dans ses écritures que la présidente Popov, je cite, a ordonné la répression violente des manifestations ayant éclaté dans la capitale début 2021. Fin de citation. Toutefois, absolument rien dans le rapport factuel ne mentionne un quelconque ordre de la présidente tendant à la commission de meurtre ou d'actes de dissuasion des manifestants du camp Silésie debout. Si les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont peut-être occasionné des victimes, celles-ci sont dues à des actes de violence purement spontanés. Il ne s'agissait donc pas d'une attaque planifiée, dirigée ou encore moins encouragée par les autorités silésiennes. Il n'en est pas de même pour les dérives. Il en est de même, autant pour moi, pour les dérives des forces spéciales qui entendaient dissuader les femmes de protester. Aucun indice probant ne saurait rattacher leur bévue spontanée à une politique gouvernementale d'où ils ne peuvent non plus retenir la qualification de crime contre l'humanité. Ceci étant, Monsieur le Président, le bureau du procureur s'accroche désespérément à d'autres événements concernant les populations borduriennes et bessidiennes.
mais même à supposer qu'il se soit inscrit dans le contexte d'un conflit, d'un crime, autant pour moi, contre l'humanité, ces faits ne concordent guère avec les actes spécifiques prévus à l'article 7.1 du statut, ainsi que vous le démontrerez à présent, Maître Aïtchedi, avec votre permission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, il n'y a en la situation silésienne de l'article 61.7 du statut que des actes matériels de crimes contre l'humanité ont été commis. Primo, sur les charges de déportation ou de transfert forcé, l'article 7.1d, paragraphe 2 des éléments de crime pose comme condition fondamentale la présence légale des personnes concernées dans la région où elles ont été déplacées. Mais en l'espèce, le décret présidentiel du 15 mars 2021 ne ciblait que les immigrants bessidiens en situation irrégulière. Et au terme de la Convention de 1951 portant statut de réfugié, ce sont des personnes qui craignent avec raison d'être persécutées du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance sociale ou opinion politique. Or, le tiers de la population bessidienne avait afflué sur le territoire silésien en raison d'épisodes réguliers de famine. Aussi légitime soit-il, ce motif se situe pourtant en marge de la légalité conventionnelle, plaçant de facto 5000 bessidiens en situation d'irrégularité, d'illégalité sur le sol silésien. C'est leur présence illégale en Silésie qui, en somme, exclut le caractère criminel des actions souverainement entreprises afin de les reconduire en Bessidie. Secondo, Monsieur le Président, sur les charges d'emprisonnement ou de forme grave de privation de liberté, l'article 7.1 du statut définit ces crimes comme le fait d'avoir emprisonné une ou plusieurs personnes ou les avoir autrement soumis à une privation grave de liberté, cette gravité du comportement étant telle qu'il constituait une violation des règles fondamentales du droit international. Or, ce droit international, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, prévoit que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Le TPY dans l'affaire Kordic et Serchez du 26 février 2021 a reconnu qu'une détention est arbitraire si aucune règle de droit ne peut la justifier. Il est certes constant que des milliers de Bessidiens ont été détenus dans le camp Alpha. Toutefois, ces enfermements étaient justifiés par la réglementation présidentielle alors en vigueur et relative aux migrants en situation irrégulière. Du moment où de tels agissements étaient juridiquement fondés, il ne peut y avoir constitution du crime d'emprisonnement au sens du statut. Tertio, Monsieur le Président, Mesdames les juges, s'agissant de la prétendue réduction en esclavage, cela requiert à la teneur de l'article 7.2c du statut complété par les éléments de crime l'exercice sur une personne de l'un au moins des pouvoirs liés au droit de propriété. C'est là l'actus reus du crime, d'autant plus que dans l'affaire Ongwen du 4 février 2021, la Cour considère comme travail forcé l'esclavage dès lors qu'il s'agit d'exercer un attribut du droit de propriété sur une personne. Or, en l'espèce, l'accusation n'a en aucun cas pu démontrer que les Bessidiens en Silésie ont été achetés, échangés, vendus, prêtés ou encore troqués. Le travail forcé étant celui exigé d'un individu sous la menace d'une peine et pour lequel il ne s'est pas offert de plein gré, cette qualification ne saurait non plus prospérer relativement aux travailleurs, étant entendu qu'ils étaient employés et non forcés, contre rémunération de surcroît. L'on ne saurait donc parler en l'espèce de réduction en esclavage. Parlant à présent
des prétendues disparitions forcées lancées contre la population bordurophone, elle consiste, selon l'article 7.1i du statut, en l'enlèvement de personnes avec l'autorisation d'un État qui refuse ensuite de révéler leur sort afin de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Oui, des ressortissants borduriens ont été arrêtés et détenus courant février. Toutefois, l'accusation ne démontre aucunement en quoi leur détention était guidée par l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Soulignons que ces arrestations ont été menées en connaissance de cause par des services secrets en période de menace exceptionnelle à l'ordre public, qu'elles étaient mues pour contrer les velléités subversives de l'État bordurien, qu'elles étaient fondées sur le régime de dérogation posé à l'article 16 de la Constitution silésienne et activé dès le 1er février 2021 par la présidente. L'on ne saurait donc parler en l'espèce de disparition forcée. Et pour finir sur les charges de persécution, les éléments de crime imposent que le comportement illégal et discriminatoire soit commis en corrélation avec un crime relevant de la compétence de la Cour. D'après la perspicace opinion individuelle du juge Schomburg à l'occasion de l'affaire Naletilich et Martinovic, il faut, pour considérer des persécutions comme matériellement constituées, prouver que les éléments constitutifs d'une infraction sous-jacente sont bien réunis. Force est toutefois de reconnaître que cette condition sine qua non fait en l'espèce défaut, puisqu'il a jusqu'ici été méticuleusement démontré qu'aucun des actes prévus à l'article 7.1 n'a été commis. Il s'ensuit que, faute d'être matériellement sous-tendues par un acte criminel à l'aune du statut, les persécutions ne sont en l'espèce constituées. Il s'avère donc, au regard de la présente affaire, il n'y a aucun motif substantiel de croire en la commission d'un quelconque crime contre l'humanité. Ainsi en est-il également pour les prétendus crimes de guerre, pour la simple et bonne raison que la Silésie n'était alors pas en situation de conflit armé. Monsieur le Président, Mesdames les juges, les crimes de guerre prévus à l'article 8.2 du statut renvoient à des infractions commises en contexte de conflit armé, lequel est défini depuis l'arrêt Tadic sur la compétence comme le recours à la force armée entre États ou entre autorités gouvernementales et groupes armés organisés ou encore entre de tels groupes organisés au sein d'un État. Derrière l'argumentaire titubant du bureau du procureur se cache cependant une criarde évidence, l'inexistence en Silésie d'un conflit armé non international. En effet, l'applicabilité des articles 8.2 CAE que soutient l'accusation est subordonnée par le statut à l'existence d'un conflit armé non international. Et toujours d'après la Cour, dans l'affaire Bemba, les hostilités doivent atteindre une intensité supérieure à celle d'actes sporadiques de violence, sans quoi les crimes commis ne peuvent relever de sa compétence. À ce sujet, le jugement Akaïsou du TPIR indique que la multiplication des affrontements et leur extension spatio-temporelle permettent d'apprécier l'intensité d'un conflit. En l'espèce, seuls 2 événements temporellement et géographiquement isolés sont à relever: l'attentat contre la radio Silésie et la prise d'otage à la préfecture de Moritov. Il est donc factuellement impossible de soutenir une quelconque multiplication des hostilités, a fortiori leur extension spatio-temporelle. Il s'agissait en réalité d'actes sporadiques de violence, comme l'a si bien relevé la Commission internationale d'enquête mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Au demeurant, aucun groupe armé organisé n'y était alors impliqué, nonobstant l'exigence de l'article 8.2e du statut. En effet, comme le relevait la Chambre préliminaire 1 dans l'affaire Lubanga, le second protocole additionnel aux conventions de Genève requiert l'implication d'un groupe qui dispose d'un commandement responsable, ce qui implique qu'il soit suffisamment organisé pour mener des opérations militaires concertées et continues, et aussi pour imposer une discipline au nom d'une autorité de fait. Mais qu'était donc le fameux mouvement Silésie debout? Un regroupement quasi anarchique
d'environ 700 désœuvrés, d'après la Commission internationale d'enquête. Et au moment des faits pertinents relevant de la compétence temporelle de la Cour, le groupe ne disposait d'aucun commandement responsable, d'autant plus que ces mineurs avaient tous été déjà arrêtés depuis le 7 février. Il est donc raisonnable de conclure, du fait de l'absence d'un groupe armé organisé, doublé d'une crise de faible intensité, à l'inexistence d'un conflit armé non international en Silésie. C'est dire, Monsieur le Président, à l'appui de la ratio decidendi du jugement Lubanga, que la dite inexistence infère ipso facto la non-constitution d'un quelconque crime de guerre. Il est à présent clair qu'il n'y a en la présente affaire aucun motif substantiel de croire en la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour de séance. De même, et assez logiquement, sera-t-il démontré qu'Amarina Popov n'est responsable à la lumière du statut. Et cela, avec votre permission, Monsieur le Président, par ma consoeur Maître Kabouré. Monsieur le Président, honorable juge, aussi fondé que puisse paraître l'argumentaire accusatoire, il est malheureusement construit sur une fébrile et impertinente analyse des données factuelles et juridiques. Et nonobstant la forme de responsabilité envisagée, il apparaît que la suspecte n'a ni commis de crime au sens de l'article 25-3A du statut, ni ne s'est rendue complice sur le prisme des alinéas B à D du même article. Elle ne saurait non plus être responsabilisée à la lumière des articles 28, soit à titre de supérieur hiérarchique, ou même au titre de l'article 25-3A du statut, soit à titre de co-auteur. Il est constant, éminente Chambre, que toute responsabilité pénale repose sur le triptyque légalité, matérialité et intentionnalité. Or, les deux dernières composantes font défaut en la présente affaire. S'agissant de l'élément matériel, la Chambre préliminaire 2 a précisé dans l'affaire Bemba que la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ne peut s'apprécier qu'à l'égard du comportement prohibé de leurs subordonnés. À ce titre, le libellé de l'article 28A prescrit que des crimes doivent avoir été commis par les forces placées sous le commandement et le contrôle effectif du chef militaire. Est-il cependant encore besoin de le rappeler? Aucun crime n'a été commis, ni de guerre, ni contre l'humanité. Il ne peut dès lors y avoir responsabilité pénale de la suspecte à titre de supérieur hiérarchique, même à supposer que par extraordinaire, de tels crimes soient constitués. Toujours est-il qu'Amarina Popov n'en a eu la moindre connaissance. Nous parlons là de l'élément intentionnel qui, selon l'article 28A, impose principalement de prouver que le chef militaire savait ou aurait dû savoir la commission de crimes. Mais la Chambre de première instance 3 considère dans sa jurisprudence Bemba que la mens rea implique nécessairement des éléments contextuels requis pour qualifier un comportement de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Or, en l'espèce, il a suffisamment été établi par mon prédécesseur que les événements en Silésie n'épousaient guère les paramètres contextuels ni du crime contre l'humanité, ni du crime de guerre. Le gouvernement d'Amarina Popov agissait en situation de menace exceptionnelle à l'ordre public et non en circonstances de conflit armé. Ces ordres, qui ne visaient aucune attaque généralisée ou systématique, étaient des mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre et à la souveraineté territoriale silésienne. Il s'ensuit que même à présumer qu'il y a eu commission de crimes, la suspecte n'avait pas de connaissance de leurs éléments contextuels sous-jacents. L'absence flagrante des éléments matériels et psychologiques conduit in fine à écarter toute responsabilité pénale d'Amarina Popov au sens de l'article 28A du statut. Éminente Chambre, pourrait-on vraiment prétendre à une commission conjointe?
D'après la Cour en l'affaire Lubanga, la coaction ou commission conjointe prend sa source dans l'idée que lorsque la somme des contributions individuelles coordonnées de plusieurs personnes aboutit à la réalisation de tous les éléments objectifs d'un crime, toute personne apportant une contribution peut se voir imputer les contributions des autres et en conséquence être considérée comme un auteur principal du crime dans son ensemble. La responsabilité du co-auteur est avant tout conditionnée par l'existence d'un accord ou d'un plan commun entre deux ou plusieurs personnes. Il faut également prouver l'apport de la part de chaque co-auteur d'une contribution essentielle et coordonnée aboutissant à la réalisation des éléments objectifs du crime. Le suspect doit satisfaire alors aux éléments subjectifs du crime concerné. Le suspect et les autres co-acteurs doivent tous, de manière partagée, savoir et admettre que la réalisation des éléments objectifs du crime peut résulter de la mise en œuvre de leur plan commun. La défense relève cependant que rien dans le rapport factuel et notamment dans les parcellaires discussions rapportées par Vocalix ne permet clairement d'inférer l'existence d'un plan commun entre Amarina Popov et Vossedou. Encore que tel eût été vraiment le cas, l'accusation ne démontre nullement que le fameux plan contre-feu comprenait le moindre élément de criminalité, qu'il visait expressément la commission de crimes. Il n'existe donc aucun motif substantiel de croire en l'existence d'un quelconque plan criminel commun en l'espèce. D'où il s'ensuit que la responsabilité pénale de la suspecte ne peut être engagée à l'aune de l'article 25-3A du statut. À y regarder de près, Nancham, il paraît évident que le procureur s'acharne à coller une innocente au banc des accusés. Une victime de plus qui aurait dû se retrouver plutôt aux côtés des autres, de celles dont le nombre nécessite une adéquate représentation légale. Ainsi, avec votre permission, le démontrera Maître Ien avant de conclure. Monsieur le Président, honorable juge, la règle 85A est explicite, expresse et sans ambiguïté. Les victimes, tout individu préjudicié du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de votre juridiction. La pléthore des personnes prétendant ici à ce statut ne saurait donc, stricto sensu, être appréhendée comme un groupe de victimes, et pour cause, leur préjudice, même avéré, ne résulte nullement de la commission d'un crime relevant de la compétence de votre juridiction. Mais puisqu'ils sont déjà admis à la procédure, la défense estime approprié de les organiser autour d'une représentation collective. Mais certes, le choix par la victime de son représentant est le principe en vertu de la règle 90.1. Mais cela induit un processus individuel, voire individualiste de participation, lequel s'avère en pratique long, complexe et bureaucratique. Les contraintes pratiques financières et logistiques de la Cour justifient dès lors de favoriser une approche collective au nom d'un groupe ou d'une communauté. C'est d'ailleurs ce que relevait déjà la 3e chambre préliminaire dans l'affaire Gbagbo, avant d'approuver un nouveau formulaire de demande de participation des victimes à l'audience de confirmation des charges. En l'espèce, il est parfaitement indiqué de considérer les victimes selon les 3 grands groupes qui se dégagent assez naturellement, celui des manifestants ainsi que les communautés borderophones et bessidiennes. Il serait ainsi approprié de désigner 3 représentants collectifs plutôt qu'un unique représentant légal commun à toutes les victimes. Une telle option présente en outre l'avantage de parer aux éventuels conflits pouvant surgir entre les différents groupes. Ceci étant, dressons à présent la synthèse des pertinentes réfutations jusqu'ici avancées.
les faits survenus en Silésie entre janvier et avril 2021 ne recouvrent la qualification d'aucun crime relevant de la compétence de votre éminente juridiction. La suspecte ne saurait de ce fait être pénalement responsabilisée. C'est à se demander si, en fin de compte, le bureau du procureur ne s'est pas adonné à un médiocre exercice de simulation, et c'est aux grandes dames des droits sacrés de la défense, car, reconnaissons-le, cette affaire a dès l'origine été menée de sorte à sacrifier la carrière, les droits et la dignité de notre cliente sur l'autel d'intérêts inavoués et inavouables. Monsieur le Président, honorable Cénacle, pour cerner la trame savamment ourdie contre la présidente Amarina Popov, il faut remonter le fil de l'histoire jusqu'à la naissance de l'État silésien. L'on s'aperçoit que le pays acquiert chèrement son indépendance en 1984, au prix d'une douloureuse rupture avec la Borderie. Mais cet État foncièrement autoritaire et belliqueux ne digère pas la scission et s'engage ainsi dans une politique subversive. Cela se matérialise dès 1990 par l'assassinat de Lauriane Popov, la mère de l'indépendance. Puis les tentatives de déstabilisation reprennent de plus belle en 2018, quand la fille Popov accède au pouvoir. La démocratie silésienne tient bon, du moins jusqu'à ce qu'un renégat d'origine bordurienne prenne les commandes du mouvement Silésie debout, puis commettent un putsch contre le régime au pouvoir. Tout porte alors à croire que c'est à partir de la trahison du général Lwangui que le mouvement Silésie debout perpètre des crimes de guerre et contre l'humanité. Sinon, comment comprendre qu'en déférant la situation silésienne à la Cour, le général prenne le soin de circonscrire sa compétence temporelle aux seuls événements survenus entre janvier et mai 2021, soit avant son arrivée au pouvoir? Comment expliquer qu'alors réfugiée en Polynésie, Amarina Popov ait été brutalement enlevée, ramenée de force en Silésie, puis expéditivement transférée devant votre cour? Comment justifier le déni de justice dont elle a auparavant fait l'objet au mépris de son droit à un procès, fut-il inéquitable? N'est-il pas ici demandé à votre éminente juridiction de consacrer la justice des vainqueurs? C'est en tout état de cause l'impression qui se dégage au regard d'un bureau du procureur visiblement partial. C'est en tout... Car pour établir la vérité, l'accusation aurait dû étendre ses enquêtes sur tout l'ensemble de la situation silésienne, comme le recommande l'article 54.1 A du statut. À défaut même, l'article lui recommandait d'enquêter aussi bien à charge et à décharge. Nous sommes donc en face d'un procureur qui n'a malheureusement compris ni son rôle, ni celui de la justice. Parce que rendre justice ne signifie pas nécessairement condamner. Rendre justice veut dire également relaxer l'innocent. Éminent juge, Monsieur le Président, la défense demeure consciente de l'immensité de votre responsabilité ainsi que l'ampleur de votre tâche. Jugez les crimes qui heurtent notre conscience collective, qui portent atteinte à nos valeurs. Merci. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous pouvez me permettre une Maître, 30 je secondes. vous demande de conclure, mais je vous accorde quelques minutes. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Juger des crimes qui heurtent notre conscience collective et qui portent atteinte à nos valeurs. Alors, faire rimer l'histoire avec espoir. Instaurer un monde plus juste et sensible aux atrocités les plus inhumaines. Et pour ce faire, les ingénieurs de la paix, les artisans de la justice ont depuis Rome mis entre vos mains des outils qui vous éclairent, vous guident et fondent vos actions. Monsieur le Président éminent Cénacle, aujourd'hui le bureau du procureur vous impose une procédure pleine d'imagination et d'hypothèses, qui est des faits inventés, fabriqués et imaginés. Elle s'appuie sur des rapports d'ONG contradictoires et dépourvus de crédibilité, des enquêtes d'une commission internationale inachevée et non complétée.
une procédure de poursuite précipitée. L'on ne saurait aujourd'hui vous apprendre la tâche qui est votre, Monsieur le Président. Tel un laboureur avec sa daba, servez-vous de vos outils afin de dire au bureau du procureur qu'il n'existe aucun motif substantiel de croire qu'il y a eu commission de crimes en territoire silésien. La défense a plaidé. Merci beaucoup, Maître. Je vais demander maintenant à mes collègues si elles ont des questions à vous poser. Madame la juge. Madame la juge n'a pas de questions. Ah, pardon. J'ai une question. Allez-y d'abord. J'y vais d'abord. J'ai une question par rapport au crime de déportation ou transfert forcé de la population. Donc, vous avez évoqué l'élément de la présence légale. Donc, que recouvre selon vous cette notion de présence légale et au regard de quel droit celle-ci doit être déterminée? Merci. Excusez, Madame la juge, pourriez-vous reprendre l'interrogation? Oui. Donc, c'est par rapport au crime de déportation ou de transfert forcé. Donc, vous avez évoqué l'élément du crime de présence légale des personnes concernées. Donc, je me demandais que recouvre selon vous cette notion de présence légale et au regard de quel droit celle-ci doit être déterminée. Merci bien pour la pertinente question, Madame la juge. Le crime de déportation est prévu à l'article 7, paragraphe 1, lettre D du statut de Rome, qui est défini comme le fait de contraindre une personne à se déplacer de la région où elle était légalement présente. Donc c'est en réalité du statut même que nous tirons ce critère de présence illégale dans une région qui fonde le caractère criminel ou non criminel du crime de déportation. Quant à la question de savoir au regard de quel droit il faut apprécier la légalité de la présence, nous répondons que cela peut s'apprécier aussi bien à l'égard du droit national que du droit international. Et en l'espèce, si l'on apprécie cela au regard du droit national, il s'avère que ce sont des personnes qui étaient irrégulièrement présentes sur le territoire silésien qui ont été, bien entendu, repoussées vers leur état d'origine, la Bécidie. Mais même lorsqu'on se déplace sur le terrain du droit international, l'on ne saurait reconnaître ces personnes-là comme des réfugiés. Parce que ce n'est que lorsqu'on est considéré comme réfugié au sens de la Convention de 1951 qu'il est fait obligation aux États de ne pas refouler les personnes sur leur territoire. Étant donné qu'en l'espèce, les Bécidiens ne recouvraient pas la qualité de réfugiés, il va de soi, il apparaît conséquent que le crime de déportation ne saurait également être constitué. Merci bien, Madame la juge. Je crois que Maître Aïtchédji nous intéresse à plus d'un titre. Pour nous intéresser à plus d'un titre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'affaire Akayesu que vous avez citée, l'affaire du tribunal pénal international pour le Rwanda, pour notre gouvernement? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci bien, Madame la Présidente. Je crains décevoir vos attentes assez très grandes à notre égard, en ce que nous ne nous sommes pas assez appesantis sur la dite jurisprudence, notamment, c'est justifié au regard de l'article 21 du statut de Rome, qui prévoit que la Cour ne peut pas, malheureusement ou heureusement, appliquer la jurisprudence d'autres juridictions. Elle ne doit principalement s'en tenir qu'au droit de la Cour, en second lieu au principe de droit international, en troisième lieu au principe du droit international et en quatrième lieu à sa propre jurisprudence. Certes, il est possible pour la Cour de s'inspirer de la jurisprudence d'autres juridictions, mais en l'espèce, il ne nous a pas semblé nécessaire d'approfondir la question dans l'affaire Akayesu. Et une autre préoccupation qui concerne certainement Maître Ila. Maître Ila, la question au regard de vos observations, je voudrais vous poser la même question que celle que j'ai posée aux membres du bureau du procureur sur la notion de fait l'être aimé. Qu'est-ce que vous en dites?
Merci, Madame la juge, pour la question. Je dirais que les conseils de la défense, au vu de ce message-là provenant apparemment de Amarina Popov, nous avons interprété cette notion de façon très réservée. Nous nous sommes dit que rien ne permet, à travers ce que Amarina Popov a dit, à travers ce message, comme pouvant être imputé à Amarina Popov. Donc, nous estimons que le mot en lui-même ne permet pas d'imputer une quelconque infraction, voilà, sous-jacente, voilà, au crime contre l'humanité dont allègue le bureau du procureur. Je vous remercie. La Cour appréciera. Merci, Madame la juge. Je voudrais vous poser une question à l'ensemble de l'équipe. Vous n'avez pas mentionné les conditions de l'arrestation d'Amarina Popov parmi vos présentations. Est-ce qu'elle soulève pour vous des difficultés que vous souhaiteriez partager avec la Chambre? Merci, Monsieur le Président, pour la pertinente question. Effectivement, au regard des faits qui se sont déroulés en Silésie, il est clair qu'Amarina Popov, comme nous l'avons mentionné en début de nos observations orales, n'est que le bouc émissaire d'un bourreau resté en Silésie. En l'espèce, la procédure d'arrestation dont elle a été victime et la violation grave de ses droits fondamentaux posent effectivement une grande interrogation au regard de la compétence de la Cour ou de la recevabilité de l'affaire. Cependant, il faut souligner que la Cour elle-même, à l'occasion de l'affaire du jugement Bemba, a bien posé que les abus de procédure ou encore la violation grave des droits fondamentaux ne sont pas singularisés en tant que tels comme des motifs qui justifient que la Cour s'abstienne d'exercer sa compétence à l'égard d'une affaire. Donc, aussi grave que cela puisse être, nous estimons que, malheureusement pour nous, cela ne peut justifier l'incompétence de la Cour, étant donné que cette incompétence ne tient qu'en 4 chefs, le volet matériel, personnel, territorial et temporel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître. Je vais maintenant poser une question qui est sans malice à l'égard de mes collègues de la Chambre préliminaire Y. Vous avez peut-être remarqué en lisant le mandat d'arrêt de Mme Amarina Popov qu'il ne mentionne pas de mode d'exercice de sa responsabilité. Est-ce que cela vous inspire des considérations quelconques? Auriez-vous, Monsieur le Président, l'obligeance de reprendre la question? Oui. Le mandat d'arrêt émis par la Chambre préliminaire Y concernant Mme Amarina Popov comporte des considérations en grand 2 sur la compétence et la recevabilité, en grand 3 un exposé succinct des faits et crimes et référence aux crimes relevant de la compétence de la Cour, et ensuite des considérations relevant de l'article 58.1 du statut, mais nos collègues n'ont rien inscrit s'agissant des modes de responsabilité qu'ils estimaient devoir être ceux de Mme Amarina Popov. Merci, Monsieur le Président, pour la question. Pensons que cette attitude de vos collègues est parfaitement justifiée et prudente, en ce que la procédure devant la Cour doit aller par étapes. Il ne faudrait en aucun cas mettre la charrue avant les bœufs, parce que lors de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître, le statut est clair et univoque là-dessus. Il s'agit uniquement de déterminer s'il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis. Quant à vous, lorsqu'il s'agit de la phase préliminaire, il s'agit uniquement de démontrer, avec des motifs cette fois-ci substantiels, de croire que des crimes ont été commis. Et ce n'est, à notre sens, que lorsqu'on se retrouve en phase de procès, de jugement, qu'il conviendrait, a priori, de s'intéresser de façon beaucoup plus poussée à la question du mode de responsabilité pénale à faire rimer avec les actes matériellement commis.
Très bien. Bien, nous allons donc pouvoir passer à la phase ultérieure, qui est celle des répliques. Et je vais donner la parole au bureau du procureur pour faire connaître ses observations. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les juges, dans le temps qui nous est imparti, nous souhaitons revenir sur différents points soulevés par la défense auxquels il nous semble nécessaire de répondre. Le bureau du procureur se surprend à l'écoute des observations orales de la défense qui mentionnent de nombreux arguments pourtant absents de leurs observations écrites, notamment au sujet de l'apparente sélectivité de notre affaire. Une telle démonstration constitue une violation du principe du contradictoire. Cependant, nous tâcherons de répondre au mieux à l'ensemble de ces arguments. La défense reproche au bureau du procureur d'avoir fait preuve d'une sélectivité notable dans son choix d'affaires. Elle considère que le renvoi effectué par le général Wanji était biaisé et comportait des paramètres particulièrement stricts. Nous souhaitons alors rappeler que le bureau du procureur dispose de l'opportunité des poursuites et que ces choix n'ont été aucunement motivés par des biais politiques. S'agissant de la situation silésienne, le procureur n'exclut pas la possibilité d'étendre les termes du renvoi, comme il lui est possible de le faire, et d'ouvrir plus tard une autre enquête concernant les faits perpétrés par d'autres parties prenantes au conflit. Cependant, il n'est aujourd'hui question que d'une seule affaire, celle opposant le procureur à Marina Popov. L'enquête a été effectuée à charge et à décharge, conformément à l'article 54-1 du statut, et a fait apparaître la nécessité d'ouvrir une affaire à l'encontre de Marina Popov. La défense n'amène de plus aucun élément de preuve permettant de prouver une partialité du procureur dans son enquête. Pour ce qui est de l'absence d'une attaque au sens de l'article 7-1 du statut, la défense prétend qu'il n'y a pas d'attaque puisque les faits sont sporadiques et spontanés. Au contraire, l'ensemble des faits reflète une série d'actes minutieusement organisés et liés entre eux. En effet, alors que ses électeurs se retournaient contre elle, Marina Popov a d'abord tenté de réprimer par la force et de les réduire au silence. Puis, voyant la contestation se maintenir, elle a précisément choisi de détourner leur attention pour la porter sur un sujet encore plus problématique pour les Silésiens, la crise migratoire. En outre, il convient de souligner que les borduriens disparus étaient également actifs dans l'opposition. Ces actes de violence n'étaient donc pas spontanés. De plus, dans l'affaire Ntaganda, la Cour a pu établir que des actes commis dans des lieux et à des moments différents s'inscrivaient dans le même comportement imputable aux troupes de l'UPC, car elles faisaient partie de la même campagne militaire et constituaient une succession logique d'événements. De même, les faits constitutifs de crimes contre l'humanité dans notre affaire relèvent tous d'une même politique criminelle d'Marina Popov. Comme précisé dans la jurisprudence Bemba, cette politique n'a pas besoin d'être énoncée de manière formelle, mais peut être déduite de la façon dont les actes ont été commis. La défense soutient ensuite qu'aucun ordre n'a été donné par la présidente et que les exactions commises par ces forces ne constituaient que des actes de violence de nouveau sporadiques, spontanés, car Marina Popov n'exerçait pas de contrôle sur les forces de l'ordre au vu des agissements répréhensibles de ces forces à l'encontre des manifestants. Au-delà du fait qu'en tant que chef militaire, Marina Popov se devait d'empêcher de tels débordements, les éléments de preuve permettent d'attester qu'elle est effectivement à l'origine d'ordres ayant instruit aux forces de l'ordre d'agir de la sorte. En ordonnant la dispersion des manifestants par utilisation de lanceurs de balles de défense et de canons à eau, la suspecte a méprisé les risques que de tels moyens répressifs peuvent constituer pour l'intégrité physique des manifestants. Ces projectiles à impact cinétique peuvent être létaux à courte distance, ce qui les rend inappropriés à la gestion des foules. Quant aux canons à eau, dans les climats les plus froids, ils peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. La suspecte pouvait alors s'attendre à ce que l'exécution de son ordre par les forces de l'ordre puisse causer des atteintes physiques aux manifestants susceptibles de causer la mort. Pour ce qui est de l'infraction particulière du transfert forcé et de déportation de population, la défense soulève l'argument selon lequel l'infraction ne peut être caractérisée à l'égard de personnes dont la présence sur le territoire étatique n'est pas régulière. Ce critère ne peut être examiné au vu de la loi nationale, car elle soumettrait alors des victimes à des législations nationales injustes, mais bien au regard du droit international.
La défense se base alors sur la définition du réfugié de la Convention de Genève de 1951. Cependant, la Cour a rappelé dans sa décision statuant sur l'ouverture d'une enquête sur la situation en République du Bangladesh, République de l'Union du Myanmar, que l'exigence de présence légale ne pouvait être assimilée à l'exigence de séjour légal sur le territoire. Reprenant la jurisprudence Popovich du TPY, la Cour a précisé que la question de savoir si les personnes ont obtenu le statut de réfugié ou de résident légal n'est pas pertinente. Ce qui importe plutôt, c'est d'assurer la protection des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, en sont venues à vivre dans la communauté, que ce soit à long terme ou temporairement. En l'espèce, les rafles organisées par le régime d'Amarina Popov ont été perpétrées dans les quartiers de la capitale avec une forte diaspora bessidienne, montrant que les individus qui y habitaient faisaient partie de la communauté de Mae Tai depuis un certain temps. Le TPY a de plus affirmé que cette protection est destinée à englober, par exemple, les personnes déplacées qui ont établi des foyers temporaires après avoir été déracinées de leur communauté d'origine, comme c'est le cas des Bessidiens forcés de quitter leur état d'origine en raison des violences internes et de la famine y sévissant. Pour contester le fait que l'emprisonnement des Bessidiens dans des camps de rétention était arbitraire, la défense prétend que puisque le décret présidentiel a été contrôlé par l'Assemblée parlementaire et qu'il existait un tel décret, cela suffit à en garantir le caractère légal. Cependant, le TPY a défini le crime d'emprisonnement dans sa jurisprudence Kordich comme une privation arbitraire de liberté, en violation du droit international, sans garantie procédurale offerte aux victimes. En l'espèce, les Bessidiens n'ont été présentés à aucune autorité judiciaire et n'ont pu effectuer aucun recours contre leur enfermement, en violation de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour ce qui est du crime de réduction en esclavage, la défense argue que les Bessidiens n'ayant été ni achetés, ni vendus, ils n'ont pas été réduits en esclavage. Cependant, votre Cour a rappelé dans l'affaire Katanga que la réduction en esclavage passe par l'exercice du droit de propriété sur autrui sans obligatoirement impliquer une transaction de nature commerciale. La notion de servitude se rattache d'abord à l'impossibilité pour la victime de modifier sa condition. Parmi les formes modernes de l'esclavage, on compte ainsi les travaux forcés. Pour les établir, la jurisprudence hongouenne pose une série d'éléments devant être pris en compte, parmi lesquels la restriction de la liberté personnelle des victimes, l'emploi de menaces, leur soumission à des gardes armés et la maltraitance physique et psychologique. Comme nous l'avons démontré précédemment, tous ces éléments sont réunis au sujet des hommes bessidiens. Ainsi, le fait que les victimes auraient été rémunérées ne suffit pas pour écarter l'infraction, contrairement à ce qu'avance la défense, d'autant plus que le rapport de la commission d'enquête établit qu'au contraire, aucun contrat de travail n'a été conclu et que les hommes bessidiens couraient le risque important d'être déportés avant de pouvoir recevoir le salaire promis. La promesse illusoire d'une rémunération ne peut alors suffire pour ne pas caractériser la réduction en esclavage. Pour ce qui est à présent de l'absence de conflit armé non international sur le territoire silésien à la période visée, nous nous attarderons que peu sur la qualification même du conflit. Cependant, est-il possible de considérer et d'admettre que, comme l'a fait Amarina Popov le 17 avril, des drones, des armes lourdes sans pilote, utilisées à plusieurs reprises, ne permettent pas d'atteindre en l'espèce le seuil d'intensité nécessaire. Une telle position bafouerait les droits des civils tragiquement décédés dans la ville de Moritov. Enfin, le bureau du procureur s'interroge sur le fait que, bien que le Conseil de la Défense ait soulevé dans ses écritures la nécessité d'exonérer la responsabilité d'Amarina Popov au titre de la déficience mentale, prévue à l'article 31-1-A du statut, ils n'en ont fait aucune mention dans leurs observations orales. La défense aurait-elle réalisé qu'Amarina Popov était bien consciente de ses actes et qu'aucune privation de ses capacités mentales ne pouvait être caractérisée. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames les juges, il est temps de briser le cycle de la violence que connaît la Silésie depuis des décennies et qu'Amarina Popov n'a cessé d'entretenir. Pour cette raison,
nous vous demandons de confirmer l'ensemble des charges à l'encontre de la suspecte. Monsieur le Président, honorable juge, je vous remercie. Je vous remercie, Madame la substitut. Et je vais maintenant demander à la défense de présenter ses observations en réplique. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, sur l'argument tiré du fait que la défense évoque des argumentations qui ne figurent pas dans ses écritures, relativement notamment à la sélectivité du bureau du procureur. Il ne s'agit nullement d'un argument que la défense évoque au titre du droit, mais évoque plutôt cet argument-là au titre de l'éclairage de la sagesse de votre juridiction sur la partialité du bureau du procureur. Car ainsi qu'ils le reconnaissent, il fallait bien enquêter à charge comme à décharge. Et il aurait fallu étendre l'enquête non seulement à la délimitation temporelle de la situation telle que renvoyée par le général Louandji, mais également au fait qu'il se soit survenu postérieurement, d'autant plus que le procureur lui-même avait également ouvert proprio motu une enquête sur la base du statut. Parlant à présent de la nature contextuelle de ce qui s'est passé en Silésie. Il s'agissait non pas d'actes sporadiques, la défense n'a jamais évoqué la nature sporadique de ce qui s'est passé, mais plutôt la nature spontanée, qui permet, d'après la jurisprudence constante et pertinente de la Cour, d'écarter la politique, l'existence d'une politique étatique ayant pour but l'attaque. Et dès lors, Monsieur le Président, Mesdames les juges, qu'il n'est pas possible de rattacher des événements à une politique d'encouragement ou de légitimation de la part de l'État, il n'est, au sens du statut, pas possible de conclure en la qualification contextuelle du crime contre l'humanité. C'est la raison pour laquelle, en réalité, les crimes allégués de meurtre, de violences sexuelles, mais encore d'actes inhumains, étant entendu qu'il résulte d'actes spontanés des forces de l'ordre silésiennes, sans aucun ordre de la part de la présidente, ne sauraient être qualifiés de crimes contre l'humanité, autant pour nous. Parlant du contexte de crimes de guerre, le bureau du procureur fait bien d'éviter soigneusement la question afin d'en aller directement aux éléments matériels. Car en réalité, la Cour, et même dès la procédure en vue de la délivrance d'un mandat d'arrêt, détermine toujours en premier lieu et de façon principale si des éléments contextuels d'au moins un crime relevant de la compétence de la Cour sont réunis. Et ce n'est qu'en cas de réponse affirmative à cette première question qu'elle peut déterminer si les éléments spécifiques à un tel crime sont réunis. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour elle-même, notamment la chambre préliminaire, dans l'affaire Mathieu Ngolo Chui du 6 juillet 2007. Parlant de quelques actes matériels du crime contre l'humanité, notamment sur la réduction en esclavage. En réalité, la réduction en esclavage implique de démontrer qu'il y avait travail forcé. Or, l'accusation prétend qu'il n'était pas possible de déterminer des contrats de travail qui liaient les Bessidiens à l'État de Silésie. Mais encore faut-il le rappeler, Monsieur le Président, Mesdames les juges, que le contrat de travail n'est pas obligatoirement constaté de manière écrite. Il peut très bien également se faire de manière verbale. Et en plus, il vous conviendra de relever que la Commission parle prudemment dans son rapport d'enquête en ce qu'elle utilise le conditionnel. Elle parle au conditionnel et cela se justifie par le fait que la Commission elle-même reconnaît qu'elle n'a eu que 3 jours, 3 fois, afin de pouvoir déterminer ce qui s'est réellement passé en Silésie. Elle reconnaît dans son rapport qu'étant donné qu'elle n'a pas eu le temps, il conviendrait de pousser les enquêtes afin d'établir la matérialité des faits
et la vérité. Malheureusement, ni le nouveau régime silésien qui renvoie expéditivement à Marina devant votre cour n'étant les enquêtes, ni le bureau du procureur n'étant les enquêtes, ce qui est parfaitement déplorable. Pour finir sur la déficience mentale qui figure bien à nos écritures, mais qui n'a pas été abordée lors de notre premier passage, nous nous en tenons au fait que cette déficience mentale, d'après l'article 31.1a du statut, constitue un motif qui permette d'exonérer de la responsabilité pénale d'un accusé. Ceci étant, ce genre de motif ne peut stricto sensu être qu'apprécié valablement, non par la chambre préliminaire, mais plutôt par la chambre de première instance. Et la logique est alors toute simple. Même dans l'hypothétique cas où vous en viendriez à reconnaître que des crimes auraient été matériellement commis, même dans l'hypothèse extraordinaire où vous reconnaîtriez que ces crimes sont imputables à Marina Popov, la défense estime qu'il ne servirait pas de la renvoyer en jugement parce que, lorsqu'elle se retrouvera en jugement, vos collègues reconnaîtront, verront bien qu'elle était sous l'emprise d'une déficience mentale et donc la quitteront. À quoi donc bon, excusez-nous l'expression, gaspiller les ressources logistiques, financières et matérielles de la Cour pour une affaire qui, au final, n'aboutira pas à la condamnation de celle qui n'est moins qu'une suspecte, qu'un bouc émissaire, on vous l'a dit, du bourreau resté en Silésie. Monsieur le Président, Mesdames les juges, l'article 41 du statut de Rome vous fait obligation d'exercer vos fonctions sacerdotales en toute indépendance. C'est une exigence plus que jamais d'actualité au regard des critiques que vous adressent de nombreux États qui estiment que la Cour de Sion n'existe que dans la mesure où elle ne s'intéresse qu'aux crimes commis par les moins forts, par les vaincus. L'équation que pose cette affaire est en définitive très simple. Il n'existe aucun motif substantiel de croire qu'Marina Popov est pénalement responsable d'un quelconque crime de guerre ou contre l'humanité. A fortiori, a contrario plutôt, tous les motifs substantiels et raisonnables indiquent qu'il vous plaira rejeter les charges uniquement portées par l'accusation. Le monde vous observe, Monsieur le Président, et vos détracteurs espèrent vous voir rendre une justice des vainqueurs. Ne rendez pas justice au plus fort, rendez justice, tout simplement. Je vous remercie, Maître. La Cour va à présent se retirer pour délibérer. Vous allez pouvoir quitter la salle d'audience. Je vous suggère que nous nous retrouvions ici à 11h30. Et je remercie beaucoup les greffiers d'audience. Je m'excuse auprès de Madame Arbesman que je n'ai pas remercié de participer aujourd'hui à notre audience parmi les greffiers d'audience. Je vous donne maintenant rendez-vous dans une quinzaine de minutes. Merci. Veuillez vous lever.